Alors bonjour, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui, puisqu'on a eu le plaisir de former un certain nombre de collègues ici. Et pour assurer une présentation qui soit dynamique, j'ai convié donc Marie-Pierre Ménadier qui travaille avec moi depuis 10 ans et qui va pouvoir elle aussi étayer un certain nombre d'éléments. Alors, l'Institut français de la médiation a été créé en 2007. Peut-être le mettre sur le... Voilà. Donc, c'est un petit cabinet qui s'appuie sur des intervenants experts et notamment, on a deux pôles. Un pôle donc d'intervention dans les conflits. Marie-Pierre, moi et d'autres intervenants, nous intervenons à la demande des entreprises dont vous voyez la liste un peu plus bas. Dans les conflits dans les organisations, donc conflits entre managers, collaborateurs, entre collaborateurs, conflits collectifs. Et puis un pôle d'intervention en formation où l'IFM propose un cycle de formation à l'activité de médiateur qui est destiné aux professionnels des ressources humaines et aussi et de plus en plus aux membres des IRP. Donc c'est chaque année une quarantaine environ de professionnels qui se forment à la médiation pour la promouvoir dans les organisations. L'intérêt de ce cycle de 10 jours que certains d'entre vous ici ont suivi est qu'il est donc déposé au registre national des certifications professionnelles, c'est donc une habilitation. Voilà, donc rapidement, pour mon CV, moi j'ai un long parcours de consultant dans une grosse organisation que vous devez connaître qui s'appelle la Ségos. Et puis j'ai souhaité monter un cabinet de formation à la médiation. Je trouvais depuis longtemps que la France accusait un vrai retard en ce qui concerne les méthodes alternatives de gestion des conflits. Comparé au Canada ou aux États-Unis, nous sommes très, très en retard. Ce cabinet donc connaît un certain succès avec de nombreuses entreprises, plutôt des très grosses PME et des grosses entreprises qui nous sollicitent, et puis jusqu'à 400 personnes formées qui sont aujourd'hui médiateurs en entreprise. Je suis donc Marie-Pierre Ménadier, j'interviens à l'Institut en formateur mais aussi en médiateur. Comme vient de vous le présenter Christine. Vous voyez mon CV, je suis donc comme votre collègue Sébastien élu à un conseil de prud'homme, mais pas de Paris, mais d'Argenteuil. Depuis 12 années maintenant, puisqu'on a fait de la rallonge. Et donc, je travaille sur le bien-être au travail, sur le document unique de prévention des risques et sur les principes de la médiation, sur des petites entreprises, sur des moyennes et sur des plus grosses. Toujours avec grand plaisir, puisque, mais Christine vous en parlera dans quelques instants, le médiateur est celui qui permet de rassembler les parties qui sont épars et éloignées pour essayer de construire un mieux vivre, en tous les cas, le tenter. Alors, à la demande de Marie-Pierre, qui voulait absolument que je vous redémarre sur cette histoire, cette historique, quand on parle de médiation, vous l'avez peut-être noté, on est souvent très proche des aspects de négociation raisonnée qui ont été développés par Ury et Fischer. Alors, je vous raconte l'histoire. Fischer et Ury, donc pour ceux qui ont lu la négociation raisonnée, ça doit vous dire quelque chose. En anglais, c'est Getting to Yes. Fischer et Ury, en réalité, ils étaient les conseillers de Jimmy Carter à la Maison Blanche en 78, et ils ont été les artisans des accords de Camp David. Alors, je vais vite sur l'histoire, mais Israël refuse d'évacuer le Sinaï en 78. L'Égypte exige de recouvrer la souveraineté de cette région. Les experts proposent toutes sortes de cartes et de tracés qui sont tous refusés. Et finalement, Carter, surtout accompagné de Fischer et Ury, vont faire la navette. On appelle ça une médiation navette, puisque Begin et Sadat refusent de traiter directement ensemble et de se voir. Donc ils vont faire des médiations navettes sur une modalité un peu différente, puisque on leur demande pas ce qu'ils veulent,
mais on leur demande pourquoi. Et c'est en travaillant sur cette question de la réflexion sur les intérêts de chaque partie que finalement, à partir de ce qu'on appelle en négociation raisonnée les options créatives, la solution est trouvée. Donc on a les accords de Camp David qui vont rendre le Sinaï à la souveraineté égyptienne, mais qui vont démilitariser la zone sous contrôle de l'ONU de manière à protéger les populations civiles israéliennes. Voilà. Et cet accord donc a été félicité par a reçu le prix Nobel de la paix en 78. Alors pourquoi on vous parle de ça? Parce que la négociation raisonnée, elle est souvent très assimilée à la manière dont on travaille en médiation en France. Elle repose donc sur 4 principes qu'on retrouve nous ensuite en médiation. Traiter de façon séparée les questions et les personnes. Donc on va essayer de trier la dimension relationnelle qui est souvent très affective, on le verra, et puis le problème à résoudre. Et ça c'est le premier et le plus gros travail du médiateur. Ensuite se concentrer sur les intérêts et non sur les positions. Ma première revendication est souvent une revendication pour m'opposer, pour embêter l'autre, donc il faut aller creuser derrière ce que veut vraiment la personne. On travaille également en médiation autour de la construction collective de solutions. Vous savez que le médiateur ne propose pas de solutions, il va faire en sorte de les co-construire à partir du principe qu'on est convaincu que par ses propres idées. Si c'est le médiateur qui souffle la solution, très probablement la solution ne tiendra pas dans le temps. Donc le médiateur va faire émerger une solution commune, une co-construction de solutions, et les personnes qui ont imaginé cette solution vont donc la faire tenir probablement beaucoup plus longtemps. Et puis, ce que nous ne faisons pas, là pour le coup en médiation dans les organisations, c'est de rechercher une entente basée sur des critères objectifs et vérifiables. Ça c'est la partie de la négociation raisonnée que nous ne prenons pas en compte parce que les accords, ils sont façonnés entre les deux personnes, ils sont souvent relationnels et de fait on ne peut pas se baser sur des critères objectifs ou vérifiables. Ah, une question. Non, je sais pas, quelqu'un s'est déjà posé la question. La différence entre un conflit et un problème. Bon, on va vite parce qu'on peut pas, on n'est pas ensemble pendant 10 jours, j'ai bien compris. Alors ça c'est la définition, je crois, du Littré. Le conflit se définit comme la rencontre d'éléments de sentiments contraires qui s'opposent. Voilà. Alors, je vous ai fait deux petites colonnes là pour que vous ayez des idées claires sur cette question-là. Et je vais en profiter pour vous raconter une petite histoire. Inventée totalement. Alors, vous voyez que la différence, déjà, entre le problème et le conflit, c'est que le problème, il est mesurable. Le conflit ne l'est pas. Alors, imaginons que je me rende un soir au cinéma avec mon mari. Cette soirée est un peu improvisée. Il n'y a donc que 2 possibilités de films ce soir-là, Rambo 2 et Alceste à la bicyclette. Bon, j'ai mes 10 participants de cette année qui se disent « non, elle recommence avec son histoire ». Alors là, nous pouvons considérer en fait que nous avons un problème. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre la situation existante, aucun des 2 films ne contente les 2 spectateurs en même temps, et une situation souhaitée, enfin pour moi en tout cas, aller ensemble dans la même salle de cinéma voir un film. Donc il génère une insatisfaction acceptable. Comment ce conflit va-t-il dégénérer en Comment ce problème, va-t-il dégénérer en conflit? Peut-être au moment où mon mari va me dire « Bon, allez, pour une fois, sois sympa, viens voir Rambo 2 avec moi. » Est-ce que c'est... Ben oui. Est-ce que c'est le « pour une fois, sois sympa »
ou la perspective de m'ennuyer pendant 2 heures. En tout cas, je lui réponds, je vais certainement pas aller voir un film pour des gamins de 8 ans. Voilà, si vous n'aviez pas d'idée pour les scènes de ménage, vous venez me voir, je n'en manque pas. Alors, bien sûr que ce commentaire va toucher la personne de mon mari, va le blesser dans son identité. Je sous-entends effectivement que ses choix cinématographiques sont dignes d'un gamin de 8 ans et donc il n'a rien dans la tête. Et bien sûr qu'il ne va pas en rester là. Alors, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me dire, messieurs? Vous avez des idées? Alors, il va me dire que, comme d'habitude, je suis une emmerdeuse, je suis jamais contente et que je ressemble à ma mère. Voilà. L'argument qui blesse, et voilà, Alors, je vous passe donc le récit de la fin de soirée. On va probablement ni aller au cinéma ni nulle part. On va surtout rentrer à la maison et séparément. Et vous voyez que là, on peut dire que les échanges sont mêlés d'affect et d'émotions et les débats plutôt passionnés. Mais dans cette passe d'armes, dans cette scène de ménage un peu touffue et complexe, on voit bien qu'on n'a pas la capacité d'en faire une synthèse en quelques mots, parce que quand les enfants vont nous demander pourquoi on est rentré et on n'est pas allé au cinéma, on va... Alors, bon, moi je vais dire, oh là là, mais avec ton père, la vie est impossible, tu le connais, voilà. Ce qui n'est pas vraiment une explication. Donc on voit bien là le travail du médiateur qui va non pas essayer de savoir qui a tort, qui a raison dans cette histoire de cinéma, évidemment, mais qui va récupérer une histoire très chargée émotionnellement et qui va devoir ensuite poser le problème à résoudre. Donc tout son travail pour lui, c'est de traiter les émotions, de comprendre, d'identifier, d'accueillir les émotions et avec ces histoires que chaque protagoniste va lui raconter, être capable, au-delà de l'émotion, au-delà des anecdotes, de poser le problème à résoudre. Et c'est toute la difficulté finalement du travail de médiateur. On voit que le conflit, c'est surtout une histoire d'affect. Alors, c'est la blessure à l'identité personnelle. Quand je dis tes goûts cinématographiques ne dépassent pas le QI d'un enfant de 8 ans. Mais dans les entreprises, on s'amuse beaucoup à se toucher à l'identité professionnelle toute la journée. Et on voit que même dans les conflits au travail, les dimensions affectives, émotionnelles et irrationnelles sont très très présentes. Et bien sûr, toujours en rapport avec l'estime de soi, avec son identité professionnelle ou son identité collective. Donc, tous les commentaires, tous les comportements perçus comme une atteinte à l'identité professionnelle engendrent des réactions très intenses, très épidermiques, beaucoup de souffrance. Malheureusement, on entend encore des managers dire à leurs collaborateurs qu'ils sont inutiles. On a beau avoir beaucoup travaillé sur l'accompagnement et la souffrance au travail, on entend encore des énormités et qui vont faire des dégâts, mais enfin vous les connaissez mieux que moi. Voilà, donc le travail du médiateur, c'est de se saisir de dimensions affectives, émotionnelles fortes et d'arriver, après les différents échanges tout au long du processus de médiation, à poser le problème à résoudre entre deux parties. Je laisse Marie-Pierre nous raconter une histoire. Je vais vous raconter une très jolie histoire que j'ai vécue en tant que médiateur, mais dans un très gros conflit, une très grosse difficulté. Donc on doit intervenir sur une entreprise où une personne a fait toute sa carrière dans l'entreprise. Elle est arrivée à 16 ans en France. C'est une Européenne. Elle arrive avec ses parents. Elle ne connaît pas la langue française. Et elle s'installe et elle cherche tout de suite du travail. Et elle trouve un travail de femme de ménage dans une structure professionnelle.
Et donc, elle fait le ménage à fond parce qu'elle sait que le travail doit être bien fait et que ses parents lui ont toujours appris à faire du bon travail. Et donc, elle fait ça. Et elle s'engage. Au bout de 6-7 ans, elle est remarquée sur sa qualité de prestation et sur son agilité. Elle est toujours prête à rester un peu plus tard s'il le faut, à venir plus tôt le matin. Voilà. Et donc, elle est reconnue et donc, on lui propose un poste qui est celui de serveuse en salle. Dans cette organisation professionnelle, il y a un restaurant d'entreprise. Et donc, elle devient serveuse. Et donc, pareil, elle s'engage, elle travaille beaucoup. Elle travaille tellement que la direction souhaite que ce soit elle qui serve à la table de direction. Donc, c'est encore une fois une reconnaissance de son agilité, de sa capacité à faire. Et puis, elle travaille toujours beaucoup, toujours très bien. Elle est toujours en relation avec l'ensemble des collègues. Elle est très appréciée. Et elle devient la responsable de la cafétéria. Et c'est elle qui gère tout. Les plannings, mais aussi le chef qui n'est pas toujours de bonne humeur, donc elle peut donner un petit coup de main s'il y a besoin, elle vient plus tôt le matin. Voilà. Et puis, cette organisation professionnelle va moins bien, il y a un petit peu moins d'adhérents, ils ont un petit peu moins les moyens d'avoir un resto à temps plein, et le resto ferme pour tous les jours, et il est plus couvert que quand il y a des réunions. Et donc, on se dit, la direction se dit, qu'est-ce qu'on va faire de cette dame ? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et on dit, tiens, ben, si on la mettait à l'accueil d'un CFA, il y a un CFA qui est pas très loin, on va la mettre là. Ça sera bien, elle a une jolie cage en verre, et puis elle va voir les jeunes passer, et on va lui donner un travail, comme elle est très agile, on va lui dire qu'elle doit vérifier la tenue vestimentaire de ces jeunes qui arrivent. Ces jeunes, ils sont en formation baccalauréat professionnel, et ils vont jusqu'à la licence. Et elle doit, quand elle voit que la tenue n'est pas correcte, elle doit les appeler à la guérite et puis marquer sur une feuille qu'est-ce qui ne va pas pour qu'après on puisse appeler les parents au bout de la semaine en disant attendez, votre petit gars là, il est venu mais il avait des tennis, il n'avait pas les chaussures de sécurité, il avait un jean avec des trous, enfin bon, je passe les détails. Et cette dame, elle rentre dans cette guérite et elle a très peur de ce qui lui arrive parce qu'elle a un accent très fort encore. Elle fait des fautes de français et surtout, elle a beaucoup de mal à écrire. J'ai oublié de vous dire qu'elle n'avait jamais eu une heure de formation dans toute sa carrière. Mais elle essaye. Et donc, elle appelle les jeunes elle voit qu'il y a des trous dans les pantalons, il n'y a pas les bonnes chaussures. Elle les appelle et les jeunes elles lui répondent mal. En lui disant, oh, bah, il y a quoi? Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Et elle ne sait pas faire, elle ne sait pas répondre. Et petit à petit, l'enfer se construit dans cette petite guérite en verre, tous les jours un peu plus. Et donc, elle tombe malade. Et elle tombe malade, elle qui n'est jamais tombée malade. Jamais. Et elle tombe malade. Et elle reste un mois malade. Et puis, elle revient, parce que son médecin lui dit, bon, ben ça y est, c'est bon, maintenant, ça va y aller. Elle retourne dans sa petite guérite. Et elle dit à son chef, écoutez, moi, je ne sais pas écrire sur les feuilles ce qui ne va pas. Et il se moque de moi. Donc, moi, ce que je préférerais, c'est dès qu'il y en a un qui va pas, je l'appelle, et puis c'est vous qui venez pour lui dire. Et là, on lui dit, non, mais ça va pas, vous êtes payé à faire quelque chose quand même. Donc, il faut continuer. Et elle essaye. Alors là, elle essaye qu'une semaine et elle tombe malade. Au bout d'une semaine, elle n'arrive pas à s'en sortir. Et l'enfer se construit de plus en plus. Elle ne peut plus venir travailler. Elle reste presque 6 mois en dépression, et puis elle revient. Le médecin du travail lui dit, écoutez, on va essayer de leur dire d'adapter un peu le poste. Peut-être la guérite, on pourrait peut-être mettre un rideau sur la moitié. C'est-à-dire qu'on vous verrait que de la moitié. D'accord? Elle a dit, peut-être que c'est bien. Bon, ils essayent. Ils proposent ça à l'entreprise d'éviter que cette cage reste en verre. Bon, là-bas, on lui explique que bon, il n'y a aucun intérêt à mettre un rideau, que de toute façon, on la verra toujours et que son travail, c'est d'appeler les jeunes qui ne sont pas bien habillés. Et même, on vient de lui rajouter quelque chose. On vient lui demander de noter tous les retards et surtout de rendre un bulletin de retard aux jeunes pour qu'ils puissent entrer en formation. Et donc, dès qu'il est en retard, elle doit remplir un bulletin et demander le motif du retard et l'inscrire. Et là, la catastrophe. Alors déjà, elle a du mal dans la relation, dans l'expression. Là, il faut écrire. Et donc, elle devient encore une fois malade. Et là, le conflit est tel qu'elle ne peut plus retourner au travail. Donc, après presque 25 ans, 26 ans de travail, cette personne se trouve sur la touche.
ne pouvant plus continuer, il lui reste 4 ans avant la retraite, voilà, 5 ans, et c'est foutu. Et voilà le conflit. Que faire? Le médiateur, il entend tout ça, il entend cette souffrance, et il entend une souffrance qui est toute petite, mais qui est quand même entendable, celle d'un employeur qui s'est trompé totalement et qui aujourd'hui est dans une situation effroyable de perdre une collaboratrice après tant d'années de loyaux services, de résultats positifs, de se quitter si mal. Et ça fait, vous savez, c'est la tache sur le buvard. Elle est toute petite, et puis ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent dans le conflit. Les collègues de la dame, d'à côté, ils sont pour la dame, ils sont contre l'autre, le chef de service. Et puis, il y en a qui sont pour le chef de service. Et là, l'entreprise commence à ne plus fonctionner. Parce qu'il y a des pour et il y a des contre. Et là, le médiateur arrive. Et le médiateur, son travail, sa mission, c'est d'être dans la capacité d'entendre l'autre. D'entendre cette toute petite voix, toute minuscule, mais la faire devenir grande du chef qui s'est trompé, en dégradant de plus en plus cette personne, et d'entendre cette personne qui est dans une souffrance incroyable, qui est prête à être juste femme de ménage, mais qui veut juste finir son travail. Et donc, on doit construire une solution avec eux. On doit leur faire naître, exprimer la problématique, leurs différences, leurs souffrances et leurs conflits. Et le médiateur, il est là pour permettre d'accoucher, en fait, de cette réalité commune de souffrance, même si au départ, on ne la voit pas. On ne voit qu'une seule personne qui est vraiment dans la très grande difficulté, y compris la maladie. Bien évidemment, et avec plaisir, nous avons réussi à trouver ensemble, à faire naître cette solution pour que tous les deux puissent partir, j'allais dire, ensemble, de bonne façon, de bonne manière, en se respectant et surtout en se regardant justement. C'est-à-dire quitter proprement cet espace de travail et que chacun retrouve une sérénité dans son job et dans sa retraite. Merci. Alors, ce qui est important dans l'activité, dans la manière d'aborder la question des conflits, c'est bien sûr d'aller s'intéresser aux représentations de chacune des parties dans la problématique qui est proposée. Alors, vous savez que le système de référence, on dit que notre système de référence, il est construit à partir de notre culture, notre éducation, nos traits de personnalité, donc il y a un certain nombre d'outils comme le MBTI, etc., qui peuvent évaluer la question des traits de personnalité, de nos expériences et bien sûr de tout notre réseau de croyances. Alors, le réseau de croyances, il est important pour un être humain. Voilà, donc pour chacun d'entre nous, on sait bien intellectuellement que probablement le système de référence de l'autre est très différent. On le sait intellectuellement. Mais en réalité, très souvent, on estime que notre réalité, c'est la réalité. Notre vérité, c'est la vérité sur Terre. Moi, je suis toujours, par exemple, amusée avec ces questions du bonjour. Bon, moi, je viens d'une famille où on ne dit pas bonjour. Et voilà, on dit pas bonjour, on dit tiens, je sais pas, tu veux ton petit déjeuner, coucou, voilà, bon. Mais on dit pas bonjour et on s'embrasse pas le matin. Et on dit pas bonsoir et on s'embrasse pas le soir. Bon, bref. Et alors, on voit à quel point la question des rituels sur le bonjour sont des questions importantes et combien dans les conflits on a cette question de « il m'a pas dit bonjour ». Donc, il me méprise, alors même que peut-être la personne n'avait pas ses lunettes, est complètement myope et n'avait pas du tout l'intention d'offenser. Mais on voit à quel point, moi je trouve que le bonjour, et enfin j'en ai tellement entendu parler en disant si vous saviez, est tellement redondante que elle exprime bien la question de l'égocentration du système de référence, du fait qu'on est quand même complètement emmuré dans notre système de référence et
que même la question éducative du bonjour, on a des personnes qui disent mais moi je ne peux pas avoir une médiation avec quelqu'un qui dit pas bonjour parce que c'est les fondamentaux, c'est le minimum. Donc c'est une question voilà d'éducation. Moi je peux pas discuter avec quelqu'un qui dit pas bonjour. Alors après, est-ce qu'on peut discuter avec quelqu'un qui a mis son poing dans la figure du patron ou du collègue? Est-ce qu'on peut, voilà, après on va se retrouver avec toute cette question des valeurs. Est-ce qu'on peut médier avec quelqu'un qui a menti? Voilà. Donc nous à ce compte-là, on va évidemment pas rentrer dans cette question du système de référence et du système de valeurs, mais par contre on va essayer de le comprendre et de l'explorer. C'est pourquoi aussi dans nos entretiens individuels, on va essayer de comprendre la vision, la singularité de l'histoire de chacun, de ses propres besoins, de ses propres émotions, de ses besoins de reconnaissance, etc., etc. Bien sûr, il faut être très attentif à ne pas additionner à l'exploration de ces deux systèmes de référence notre propre subjectivité, c'est-à-dire notre propre système de référence dans lequel nous sommes bien sûr nous aussi un peu coincés. Et c'est la question de la neutralité en médiation. Ça veut dire que je ne fais pas marcher ma tête, je ne fais pas marcher mon système de référence, j'explore les deux et quant à l'histoire, je n'en pense rien. Et à quel point c'est difficile, puisque les participants ici qui ont été formés, voilà, on a du mal à ne pas penser. En fait, on s'aperçoit qu'on pense tout le temps. Et là, la question, c'est de ne pas penser les situations, c'est de les comprendre, de les analyser et de poser les problèmes à résoudre, voilà, en dehors de ce que nous en pensons nous-mêmes, même si c'est très difficile. Vous l'avez tous vu dans les conflits, on est pris dans un renforcement des représentations, c'est ce qu'on appelle l'escalade conflictuelle. Alors elle a 9 niveaux selon Glast, je vais vous épargner les 9 niveaux, mais voilà, plus le temps passe, plus le conflit s'escalade. Les émotions font tellement écran, elles sont tellement intenses que vous avez observé dans les conflits la diabolisation de l'autre partie. Avec le temps, les personnes développent une version quasiment saturée du conflit, c'est-à-dire une version où tous les gestes, tous les comportements de l'autre sont revus et interprétés dans le même sens, de manière à prouver que c'est lui le méchant. Voilà, et jusqu'à la polarisation du conflit où les parties ne peuvent plus admettre une autre version alternative. Donc, dans ces conflits très clivés, très polarisés, toutes les situations sont susceptibles de dégénérer en tant que nouvel objet du conflit. Alors, je sais que vous approchez tous la question des conflits, donc on parle de choses que vous avez tous observées. Vous avez certainement observé parfois et avoir été étonné de la futilité des objets du conflit. Qu'on a parfois envie de mettre sur le compte de l'immaturité des personnes. Bon, je vous passe les détails parce que nous, on n'a que des exemples, mais trop croustillants pour les partager avec 200 personnes. Bah oui, c'est vrai le pire. Voilà, donc on a tendance, vous vous êtes déjà dit, mais les gens sont complètement immatures. C'est pas tant ça que l'indice de l'énorme conflictualité qui existe entre les deux personnes où tout est objet de conflit, tout est prétexte à repartir dans le conflit. Alors c'est à ce moment-là que vous confiez donc le conflit au médiateur d'à côté, qui lui n'a pas de baguette magique. On attend en France notamment que le conflit soit totalement clivé, totalement polarisé à ce niveau 9, et après on dit qu'il faudrait un médiateur. Alors, voilà, nous ne sommes pas ni la fée Clochette, ni des magiciens. Plus on va attendre, et plus on va laisser pourrir les situations, et bien plus cette escalade conflictuelle, ce renforcement des représentations négatives sur l'autre aura été
vraiment verrouillé. On est sur une telle diabolisation parfois que on ne peut absolument pas. Voilà, on a tout un travail de réhumanisation de l'autre, hein, faire comprendre que l'autre, oui, bah, il souffre peut-être un peu, puis en tout cas, c'est un être humain. Hein, et on peut entendre des choses parfois très très dures et très très désolantes. Donc, un rappel que la médiation, notamment au Canada et aux États-Unis, c'est une phase préalable, et ça veut dire que on n'attend pas que toutes enfin, qu'on ait tout essayé pour donner au médiateur. On commence par la médiation, et après, si c'est pas possible, on cherchera une autre solution. En France, parfois, on finit par la médiation. C'est la dernière chance. Là, pour le coup, c'est quand même très compliqué. Alors, ce qui nous intéresse, nous les médiateurs, c'est d'essayer de comprendre l'escalade du conflit, hein, où chacun va procéder à rajouter une couche finalement dans l'histoire. Je ne sais pas si on a vraiment le temps là, Marie-Pierre, de raconter cette histoire. Bon, enfin, bon, une histoire un petit peu classique, je vais vite. Une assistante de direction, donc un cas qu'on a pu traiter, une assistante de direction qui travaille avec un patron depuis 3 ans. La secrétaire travaille très tard ce soir-là car son responsable reçoit une délégation d'Américains le lendemain. Elle a tout préparé, mais elle ne se sent pas super en forme. Elle pense qu'elle couvre la grippe et effectivement, patatras, le lendemain, elle est absente. C'est une de ses collègues qui va prendre le relais. Son patron, Claude Dubois, est extrêmement déçu de son absence. Il comptait beaucoup sur sa secrétaire. Même si la journée d'accueil des Américains se passe bien, il a le sentiment qu'elle l'a laissé tomber. Il se dit quand même que même un peu malade, elle aurait pu venir, car elle savait à quel point il était stressé par cette visite. Il se sent trahi. Quand elle revient après une semaine d'arrêt maladie, il l'accueille froidement, sans même s'enquérir de son état. Anne est très contrariée de l'accueil de son patron. Elle avait tout organisé, elle n'est jamais malade, et pour une fois, voilà, elle se fait sanctionner. Elle est très surprise de la réaction de son patron, très déçue. Alors elle décide de faire scrupuleusement ses horaires. Ah, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, tu vas voir. Elle arrive donc un peu avant 8h et part à 16h50 pétante. Claude Dubois n'est pas habitué et à plusieurs reprises, il va chercher Anne, sa secrétaire, vers 17h, 17h30 et réalise qu'elle est déjà partie. Cela vient renforcer son idée que, visiblement, pour des raisons inexpliquées, elle est totalement désinvestie. Il ne comprend pas et il se sent injustement traité, trouve qu'elle manque de gratitude par rapport à tout ce qu'il fait pour elle, pour enrichir son travail, lui donner des missions intéressantes. Et lors d'un surcroît de travail, il décide de lui retirer l'organisation du séminaire de début septembre et de le confier à une stagiaire. Bon, c'était un séminaire à organiser dans le sud de la France, c'était la partie sympa du boulot. Elle est folle de rage. J'ai plus mes notes, mais je vais vous dire la fin. Il la prévient donc par mail, hein, ce qui lui fait très plaisir. Elle est ulcérée. Elle ne comprend pas l'acharnement de Monsieur Dubois sur elle depuis 3 semaines. Elle va rencontrer la DRH, se plaindre du comportement de Monsieur Dubois. Elle est bien excitée et elle veut une mobilité, ou en tout cas, elle commence à susurrer des choses comme harcèlement moral. Voilà, histoire super classique, hein, que vous avez tous approché. Alors nous, par rapport à ça, on est sur la question de comprendre l'escalade conflictuelle, vous voyez, où chaque étape renforce ou amène finalement un jeu de ping-pong, et aussi d'essayer de toucher la notion de co-responsabilité. Je vais laisser Marie-Pierre essayer d'expliquer cette notion. La co-responsabilité. Donc, dans la médiation, on travaille beaucoup sur la co-responsabilité, parce qu'on est toujours un petit peu responsable de quelque chose chez l'autre. Dans le cas précis, je pense qu'elle a totalement oublié de vous dire que M. Dubois, il confie l'organisation du séminaire à Nice à un stagiaire. Elle a dit stagiaire, je n'ai pas entendu. Donc, on est dans le démarrage de l'affaire. Elle revient de maladie. Elle revient...
elle revient de maladie. Claude Dubois ne lui dit pas alors qu'est-ce qui s'est passé, hein. C'était dur, c'était quoi la grippe? Il ne le fait pas. Donc elle entend, il se moque de moi, il se moque de ce qui a pu m'arriver. Il me manquerait un bras, ça serait la même. D'accord. Donc comme il se moque de moi, j'ai une réponse moi par rapport à sa moquerie. Même si, entre guillemets, ce petit élément-là, il est palpable que par cette assistante. Donc elle se dit, je vais respecter mes horaires, je vais lui montrer ce que ça fait une assistante carrée. Donc je viendrai le matin à 8h et je partirai à 16h45. Lui, il entend dans ce ping-pong de retour, elle ne veut plus être avec moi, mon assistante, mon bras droit, ma conscience, ma parole, mon idée, mon histoire, tout. C'est terminé. Elle veut plus. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il a une charge très lourde par rapport à simplement ses horaires. Elle fait juste ses horaires. Elle fait pas mal, elle fait juste ses horaires. Mais elle envoie le message, tu n'es plus mon chef, c'est plus le chef pour qui je bossais avant, c'est fini. C'est terminé. Je suis pile poil casé sur mes horaires. Lui, la réponse, c'est quoi? Comme elle fait que les horaires, comment on va faire pour Nice? Bon, il y a une super stagiaire là, qu'elle est dans l'ombre, qui a envie d'être embauchée, elle y va à fond. Je vais la prendre, je vais lui donner ce super travail. Ça va l'intéresser en plus pour son stage. Elle va faire son mémoire là-dessus. C'est bien. Elle, qu'est-ce qu'elle entend, cette pauvre assistante? En fait, il veut plus de moi. Il me prend vraiment pour une idiote, puisqu'il confie mon propre travail, qui était ce séminaire organisé, qui est quand même très important pour la société. Il a confié une stagiaire. Cette mission, c'est une stagiaire qui va le faire. Donc, je vais voir la DRH et je lui dis, écoutez, changez-moi de chef. Je n'en peux plus. Donc, on est bien à chaque fois dans un ressenti de l'autre. Ce qu'il fait, je le ressens de façon beaucoup plus importante que ce qui existe en réalité. Et à chaque fois, je suis dans cette escalade. Hein, c'est ces petites marches que je monte. Et à un moment, je suis tout en haut. Et je n'ai plus d'autre solution que de partir. Que de rompre en réalité. Ou de faire venir un médiateur. Voilà, donc c'est encore tout ce travail préalable en médiation avant même la rencontre. Ce sur quoi les médiateurs souffrent un petit peu, c'est la question de faire émerger la co-responsabilité. On vient de dire qu'on a des personnes souvent qui ont diabolisé l'autre et nous, en quelques heures, on doit les faire passer de ces victimes parfaites en face d'un bourreau à des personnes qui ont contribué avec maladresse, sans intention. Et c'est ce sur quoi nous, les médiateurs, on transpire le plus, vous en avez conscience. D'autant que sans co-responsabilité, il n'y aura pas de médiation. La médiation, elle suppose l'ouverture à l'autre, elle suppose le dialogue. Si je viens dans une posture de victime en imaginant, et ça arrive très souvent, que le médiateur est le juge, eh bien, il n'en sortira rien, nous ne sommes pas la justice. Voilà, donc voilà, je voulais simplement vous dire aussi que quand j'affirme quelque chose sur l'autre, en fait, je m'appuie sur à nouveau mon propre jugement. Hein. Quand je dis que mon collègue est hypocrite, ou que mon patron est contrôlant, ou que mon employé est manipulateur, je m'appuie sur mon propre jugement que j'ai de l'impact que l'autre a sur moi. C'est sûr que voilà, ça m'impacte. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que je dois l'étiqueter hypocrite ou contrôlant? J'en sais rien. Mais nous déduisons leurs intentions de l'impact qu'ils ont sur nous. Et donc, je vais dire, son intention est de me contrôler. Alors son intention est probablement pas de contrôler. Il fait ce qu'il peut. C'est peut-être pas le manager de l'année. Peut-être qu'il contrôle parce que lui-même est stressé. Et c'est tout ça que nous allons essayer de détricoter tous ensemble lors de la médiation. Donc, vous voyez les grandes étapes. Nous, on va partir des jours heureux. Plus il y en a eu, plus la blessure affective va être importante et plus ça va chahuter.
Donc on a énormément de conflits où, vous l'avez observé, les gens se connaissaient depuis longtemps, sont de très bons amis, sont devenus le parrain, la marraine, etc., se voient à l'extérieur, et ça fait des conflits très forts, parfois très hystérisés, parce qu'il y a une déception, hein, qui est, on dit, hein, que la haine, c'est de l'amour contrarié. J'aime bien leur dire ça au parti. Pas d'accord? Bon, alors, d'accord. Alors, pas pour vous. Alors, donc, on essaye de repérer les jours heureux et puis de comprendre comment imperceptiblement les relations se détériorent. Et ensuite, on va repartir, nous, sur ce travail d'identification, là, de l'escalade conflictuelle. Donc c'est notre trame, hein, d'intervention et de travail. On fait ça pour chacune des parties, donc des entretiens individuels. On essaye de repérer donc ces grands temps. Ce qui marche bien, c'est quand entre A et B, c'est à peu près la même histoire. Quand ils racontent pas du tout la même chose, c'est ennuyeux. Très ennuyeux, parce qu'on pourrait alors être dans des histoires de personnalité un peu plus difficiles, etc. Bon, ne parlons pas des choses qui fâchent. Donc la médiation est un processus par lequel les parties conviennent de demander à un tiers, le médiateur, de les accompagner dans la recherche d'une solution à leur conflit. Le principe, c'est la confidentialité, et l'objectif, c'est bien rétablir la communication en vue de les voir co-construire une solution collaborative pour les mois, années à venir. Et je vous rappelle que le médiateur est un tiers neutre, impartial et indépendant. Le déroulement, c'est des entretiens individuels, vous l'avez compris, suivis de un ou plusieurs entretiens collectifs entre les parties. Les facteurs qui peuvent déterminer le recours à la médiation. Aucune des personnes n'a le pouvoir de trancher seule la question de manière pleinement satisfaisante. Exemple. Un exemple, je me souviens plus. J'avais un exemple. Je ne me souviens plus de mon exemple. J'avais surtout un exemple sur rappeler la confidentialité des propos. C'est extrêmement important. Le médiateur s'engage sur les parties, quand il les reçoit individuellement, à garder cette confidentialité. Et je le dis pour mon collègue qui est élu au Conseil des prud'hommes, Sébastien, je ne sais pas où il est, s'il est là. Aujourd'hui, la modification de la procédure au prud'homme permet de recevoir les parties en individuel. Et ça a été une révolution. Parce qu'enfin, ça veut dire on a cet espace de capacité à entendre de façon totalement confidentielle les deux parties, de façon chacun son tour. Et ça permet justement de résoudre énormément de difficultés. Hein, il y avait des choses qui ne pouvaient pas être parlées en commun. Là, c'est possible. Donc, ça a été une vraie révolution, cette modification de la procédure sur le bureau de jugement et d'orientation. Je disais oui, j'avais un petit exemple que nous avions construit tout à l'heure en disant que souvent le représentant du personnel, c'est quelqu'un qui va pouvoir entendre les parties aussi de façon confidentielle, mais surtout essayer d'être cette troisième voie. Hein, un petit peu l'Égypte là qui est venue se mettre au milieu de tout le monde, hein, pour empêcher de s'envoyer des scuds à droite à gauche. C'est être un peu cette troisième voie en disant mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce qu'il est neutre. Il arrive, il demande qu'est-ce qui se passe. Et du coup, on va pouvoir lui dire des choses qu'on ne pourrait pas dire en commun, en collectif. Et donc ça, c'est essentiel d'avoir cette espèce d'oreille, cette grande oreille. Je dis, hein, le médiateur, c'est quelqu'un qui sait beaucoup entendre et écouter, parce qu'il va entendre certains mots qui sont dits et ça va lui permettre de peut-être entendre sur le deuxième entretien des choses aussi et de repérer ces mots communs et de pouvoir enfin mettre en place cette partie commune. Et cette partie commune, c'est la médiation, parce qu'on est bien dans la co-responsabilité. Donc chacun est venu avec son sac, hein, de choses et d'horreurs et de difficultés, mais on va retrouver des sacs communs. Et donc c'est là où on va travailler. Le porteur, le médiateur, il va mettre en exergue, en vision, ces espèces de bagages communs du conflit. C'était ça. Très bien.
juste un dernier mot pour vous dire que les personnes auront des relations dans le futur. On voit de plus en plus des médiations de départ. Et c'est vrai que quand le départ, quand la rupture se passe très mal, finalement, l'impact psychologique, il est envahissant. Vous le savez, par exemple, quand on attend son jugement des prud'hommes pendant 3 ou 4 ans, ben on n'est pas clair, on n'est pas bien. On attend quelque chose, on attend une réparation. Et nous, on rencontre aussi des gens qui ont vécu des ruptures compliquées, brutales, du jour au lendemain. Et qui disent qu'elles continuent à souffrir, qu'elles ne peuvent plus passer devant l'entreprise. Elles sont obligées de faire un détour parce qu'à chaque fois qu'elles revoient l'entreprise, il y a cette douleur, cette souffrance qui est réactivée parce qu'ils n'ont pas pu dire, ils n'ont pas pu s'exprimer, ils n'ont pas pu poser les choses. Et certains DRH éclairés nous proposent des médiations de départ. C'est-à-dire qu'on sait que la personne va partir, mais on va quand même en quelque sorte cautériser la plaie, avoir l'occasion de se dire les choses, les yeux dans les yeux, de se raconter l'histoire une dernière fois et d'entendre les difficultés, les représentations, les interprétations et la souffrance de l'autre. Et donc on emmène de plus en plus. Je trouvais que c'était intéressant de le partager avec vous. Donc nous, on arrive au bout, simplement pour vous donner un petit clin d'œil. 110 minutes, c'est le temps moyen que passent chaque semaine les salariés français à gérer des conflits au travail. Ben, ça occupe, comme dirait l'autre. Et ça entraîne donc tous les dysfonctionnements que vous connaissez. Donc le conflit, vous l'avez vu, c'était aussi notre propos de vous dire que c'est la médiation, c'est quelque chose d'un peu fouillé, c'est un processus un petit peu complexe qui repose sur une certaine psychologie. Puisqu'on cherche quand même à écouter, à repérer les représentations, à utiliser ce qu'on appelle la rhétorique pacificatrice. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine qui justifie, une dizaine de jours de formation. Mais le rôle que beaucoup d'entre vous peuvent ou pourrez jouer si vous êtes intéressé par ce thème, et c'est pour ça que je vous présente ce que nous proposons pour tous ceux qui peuvent être parfois des spectateurs impuissants de conflits sur lesquels il est difficile d'intervenir. On perçoit à quel point c'est clivé, on ne sait pas comment faire. C'est d'intégrer la posture de médiation dans la régulation des conflits. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que vous puissiez devenir de bons diagnostiqueurs du conflit. La médiation, c'est pas la panacée, c'est compliqué. Tout d'abord, quand on approche un conflit, il faut savoir combien il y a de personnes en jeu, managers, collaborateurs, qui sont les leaders, comment ça se joue. Et donc, il y a un vrai travail de compréhension et de diagnostic à faire sur la question du conflit. Ensuite, on n'a pas qu'un seul moyen de réguler les conflits. On a la médiation, mais on a l'arbitrage, le recadrage, la négociation. Et donc, c'est pas médiation dès qu'on se marche sur les pieds les uns des autres. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez, avec ce projet de formation, si vous êtes intéressé, bien sûr, de pouvoir poser un diagnostic. Et parfois, la médiation peut être un outil à additionner avec d'autres types d'outils. Et ça, vous pouvez le repérer par le questionnement, par l'identification, et bien comprendre finalement comment vous intervenez dans le processus de médiation. Faire une partie du chemin, quitte à passer à un médiateur aguerri ensuite pour le restant du processus, mais d'avoir un vrai rôle actif à jouer en amont. Tout n'est pas médiation. Et le conflit doit s'aborder avec un peu de connaissance, d'analyse, de diagnostic, et ça permet d'être encore plus utile vis-à-vis des personnes que vous accompagnez. Merci beaucoup.